voir un peu où est-ce que sa douleur se situe et de pouvoir aussi traiter cette douleur, peut-être pas avec la morphine, mais peut-être avec les mots, avec la présence, avec peut-être l'appui des autres personnes qui ont aussi traversé les mêmes difficultés. Et ça nous a beaucoup aidé. Même aussi au niveau de la douleur aussi spirituelle. Et qui peuvent ne pas être d'accord sur quelque chose, mais quand on donne les bons arguments, et spécialement que nous on prend du temps pour expliquer à la famille les pourquoi, les comment, les risques, et ainsi de suite. Et la famille, à ce moment-là, je pose toujours une question à la famille: quelle est votre priorité par rapport à toute l'information? Et la famille nous dit toujours que les patients ne souffrent pas. Faites tout pour que les patients ne souffrent pas. La réunion familiale nous aide beaucoup. Moi, j'apprends plus de la réunion familiale que ce que je raconte. Mais je pense qu'ici, c'est la même chose. Permettez-moi, pour le patient, tout le monde veut la même chose, que le patient souffre le moins possible, non? C'est juste qu'il y a beaucoup... Ici, le problème, la famille est différente, cause quelquefois plus de problèmes que chez le docteur Nézimian. Au moins, nous n'avons pas 20 personnes avec 20 opinions différentes. Mais... En reste que ça demeure un problème. Quelquefois, la famille veut autre chose que le patient. Et surtout que ce n'est pas toujours possible de réunir tout le monde pour une réunion familiale. Donc, parfois, on se retrouve à parler avec le patient et une ou deux personnes. Il arrive quelqu'un qui vient d'Ottawa, puis qui arrive le soir, le médecin n'est plus là. Cette personne-là refuse à ce que le patient reçoive sa morphine. Le patient, parfois, est trop affaibli pour pouvoir, est vulnérable, donc laisse faire cette personne, ce membre de famille. Donc ça peut devenir problématique et c'est certain que les infirmières se retrouvent un petit peu coincées à vouloir soulager leurs patients et elles se retrouvent l'avocate du patient pour pouvoir essayer de convaincre ce membre de famille que ce serait que la bonne décision. Et vraiment la qualité de vie de mes patients a beaucoup changé depuis que la famille est vraiment intégrée. Et ce qui est vraiment plus étonnant, c'est que je ne suis jamais contacté par mes patients. Je suis toujours contacté par la famille. C'est très différent, mais ici, on a perdu cette notion, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de famille très rapprochée. Physique, mais c'est aussi un concept qui est multidimensionnel, donc il y a les aspects psychologiques, sociaux, existentiels, et puis maintenant culturels aussi. Donc, c'est vraiment important de considérer tous ces aspects-là dans l'expérience du patient. C'est rwandais. Je me demandais par rapport à l'histoire du génocide, comment est-ce que ça influence le système de soins, la façon dont le système de soins est perçu par les Rwandais, d'une part, et puis d'autre part en oncologie plus spécifiquement. Mais nous avons, maintenant, on essaie vraiment de faire attention. Quand on admet un patient chez nous, on essaie de voir maintenant tous les contextes. C'est plus simplement l'aspect physique, mais c'est de voir tous les contextes du patient. Votre philosophie. Ma langue maternelle. Ça veut dire quoi? Compassion. Oui. Elle se prononce plus Ubuntu, mais dans la vraie. Répétez-moi ça. Ça doit dire quoi? Ubuntu. D'accord, je vais laisser à Pierrot la question. Mais la vraie définition, elle vient du Xhosa, une langue sud-africaine, et ça se prononce Ubuntu. Donc, j'étais pas loin un petit peu, ouais. D'accord. Et cette philosophie dit que on est une personne à travers une autre personne. En anglais, on dit people are people through other people. C'est-à-dire qu'une personne est une personne à travers d'autres personnes. Alors, je suis comme si je suis moi à travers Théo, par exemple. Non, je peux dire que tu ne peux pas te définir Francine, c'est exactement ce qu'on en a parlé. Tu ne peux pas définir Francine en tant qu'une entité isolée parce que Francine est quand même reliée à une certaine communauté. C'est-à-dire que... Alors j'existe grâce à une certaine... Tu existes grâce à une certaine interconnexion par rapport aux autres personnes. Ce que j'aime beaucoup dans cette philosophie, il y a un proverbe dans l'Ubuntu qui dit que mon éducation, c'est ton éducation, ma connaissance, c'est ta connaissance, et ma richesse est ta richesse. Ça dit que... Ça fait une personne meilleure. Ça fait une personne meilleure.
Et ça dit par exemple, si un médecin est ignorant, mais c'est aussi l'ignorance de mon voisin. Je pense qu'il peut mieux parler sur ça, qui a beaucoup plus d'expérience. On est tous interconnectés, on est tous reliés, et cette philosophie est en nous, qu'on la définisse Ubuntu ou Ubuntu. Si je connais mon éducation, mais c'est aussi l'éducation du voisin. Mais c'est la philosophie de tout le peuple africain qui est comme ça? Elle est similaire parce que je suis allé au Sénégal, je suis allé au Maroc, je suis allé en Ouganda, au Congo, au Burundi, en Afrique du Sud. Mais il n'y a pas beaucoup de pays qui s'occupent, comme on l'a dit au tout début de l'intervention, il n'y a que 6 pays qui font partie, qui connaissent les soins palliatifs. Quelle serait notre façon de propager ça? Tous ces pays-là, c'est par rapport à une politique de soins palliatifs. Moi, je suis en train de parler par une philosophie africaine. Une famille qui s'investit, si le patient doit aller en Inde ou aux États-Unis pour des examens. Je vous arrête là un instant parce que je sais que ça occasionne aussi, ça c'est mon côté, la culture comme ça qui élargit avec la famille, mais comme la famille décide, et je sais que si même il y a un médecin là-bas qui dit, parce que j'ai vu et connu des gens qui ont subi ça, que le membre de leur famille est en phase terminale, mais on veut aller plus loin, on veut aller jusqu'au bout. On va dire, on va aller, même si je peux souffrir, je ne peux pas rien faire, on va dire non, je veux l'envoyer en Inde, en Belgique, ailleurs, pour voir s'il y a d'autres soins. Et il y a des familles qui se mettent dans la rue en faisant ça. Bon, je n'ai pas encore vu une famille africaine qui se met à la rue pour ça. Non, mais je veux dire que si on prend tous les besoins et puis finalement la personne, vous savez, vous comme médecin, que ça va arriver la fin là, mais vous devez respecter une famille qui va dire on va aller ailleurs pour chercher autre chose s'il y a une possibilité. Oui, je comprends très bien, Francine, mais j'aimerais que tu puisses te mettre dans les contextes africains. D'accord. Parce que là, ces contextes européens que tu es en train de dire, c'est par rapport aux taxes, par rapport à l'argent qui entre, par rapport à... Et ça m'en prend pour... D'accord, okay. je retourne chez vous culturel. Et là, tu regardes par rapport à la famille ici. Nous, la famille, elle est interconnectée. J'ai la famille ici à Montréal, j'ai de la famille à Ottawa. Non, mais je parle de la famille chez vous aussi, là. Je veux dire, si les gens n'ont pas l'argent... Oui, la famille, tu comptes combien de personnes? Ah, vous, chez vous, c'est grand, c'est ça? Ah, voilà. La famille, oui, ça dépend comment tu définis la famille. Chez nous, la famille n'a pas de nombre. Elle est communautaire. Alors le voisin, dans le village voisin, dans l'autre village, c'est la famille. C'est la famille. C'est une communauté. Il y a même des amis de la famille qui sont devenus plus des familiers par rapport à d'autres familles. Il a fallu aussi que je comprenne aussi l'autonomie du patient qui est reliée à la famille. Parce qu'il m'est arrivé, j'ai fait plusieurs expériences, que même après avoir compris ça, un jour je suis allé sur plusieurs patients, j'ai dit, est-ce que j'aimerais te dire certaines... Par exemple, concernant les diagnostics, la maladie, et les patients qui me disent, est-ce que tu as parlé à mon frère? Est-ce que tu as parlé à mon oncle? Est-ce que tu as parlé au cousin et tout ça? D'abord, c'est la première chose que j'ai dit, est-ce que tu peux parler d'abord à telle personne? Alors, le patient lui-même sait très bien que son autonomie est automatiquement liée. Parce que ce qui a fait que cette famille revienne me voir dans mon bureau et qu'il soit en colère, c'est pas ce que j'ai dit au patient. Mais c'est le fait que je les ai ignorés dans l'association de la prise en charge avec les patients. Et là, quand j'ai compris cela, donc maintenant on a commencé à inviter les familles. Oui. Et je demandais souvent, j'ai dit, toutes les personnes qui sont connectées aux patients de pouvoir venir. Bien sûr, ce n'est pas une réunion de 2 personnes. C'est 15 personnes, 20 personnes. Il faut attendre l'oncle qui vient du village voisin, qui doit descendre de la ville, il y a les cousins qui doivent venir et être sûr qu'il aussi va écouter. Il faut que la maladie attende aussi, la docteur Désir. Non, mais enfin, si ça prend du temps comme ça. Quelquefois la maladie, comment vous avez fait vos études, vous avez compris la différence culturelle que nous avions vis-à-vis des soins palliatifs. Vous avez essayé une seule reprise de les amener chez vous qui n'a pas fonctionné parce que la culture est très différente, parce que la famille est élargie et que l'individu chez vous, le patient, a une entité communautaire. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça en quelques mots? Oui. Quels sont les plus grands défis actuels, les plus grands obstacles chez vous face à ça? Oui, les plus grands défis, je peux dire, ce sont tous c'est toujours les défis qu'on trouve un peu partout, je peux dire un peu dans les pays africains, c'est toujours d'avoir
axé toujours à la morphine tout le temps, c'est-à-dire de continuer à... Les grandes compagnies pharmaceutiques ne vous aident pas? Je pense que ça relève plus du ministère de la Santé. Je pense que le plus grand défi reste, je peux le dire dans notre organisation, mais c'est de voir aussi l'accès aux soins palliatifs au niveau de la communauté. Aux soins à domicile, Les soins à domicile, oui. De voir maintenant beaucoup plus de patients à domicile qu'au niveau de l'hôpital, parce que les coûts à l'hôpital, ils coûtent beaucoup plus cher. Et je pense que pour moi, le plus important, c'est de comprendre les contextes. Et comprendre chaque patient dans son contexte. Rwanda Palliative Care Hospice Organization. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais Théo? L'organisation rwandaise de soins palliatifs. Soins palliatifs. Vous êtes une des membres fondatrices de ce projet. Comment est venu le projet? Moi, expliquer c'est quoi les soins palliatifs. Parce qu'au début, je savais vraiment pas c'était quoi. Les soins palliatifs, c'est pour les personnes qui vont partir. Les personnes qui vont partir, il n'y a pas beaucoup de temps en fait. Pourquoi? Dans ma tête, c'était ça. Et quand c'est parti mon cher. Dans l'aide que nous, comme les travailleurs de santé, qu'on voudrait offrir, quand on vient, il y aurait aussi cette formation-là de formation, qu'on pourrait former autant les infirmières ou les infirmiers de là-bas ou même ceux qui travaillent dans la santé, mais aussi ces gens qui vont dans la communauté. Parce que ce sont eux qui sont l'œil du médecin ou de l'infirmière qui est au centre de santé. Quels aspects, selon toi, qui auraient place à l'amélioration au niveau des soins palliatifs, au niveau du système de santé publique pour les soins palliatifs au Rwanda? Ce qui est accessible gratuitement, ce sont les soins médicaux, morphine, soulagement, mais tout ce qui est nourriture, couche, tout ça, ça doit venir de sa poche ou de sa famille. Si c'est pas encore inclus au niveau des subventions. Là, les assurances, ça serait mieux. Ça serait mieux parce que je ne vois pas une compagnie d'assurance faire ça dans la liste de pouvoir dire, mais je pense que tout se négocie. Et je pense que comme les 3 premières étapes ont été très bien franchies, je pense maintenant, peut-être il faudra définir quel est le paquet social qui peut être accepté par les assurances. Quelle est pour vous l'importance du pronostic dans le schéma d'action en tant que médecin? Pour vous, c'est quoi l'importance, l'utilité du pronostic? Je rajouterais aussi, juste pour enchaîner, un commentaire par rapport au trauma puis au génocide. Comment c'est important aussi d'implanter des interventions dont nous connaissons fonctionnent pour, par exemple, le syndrome de stress post-traumatique dans le contexte de soins palliatifs. Quand les gens subissent des traumas puis que ça ressort, comment c'est particulièrement important d'intervenir aussi au niveau psychologique, pharmaceutique des fois, puis pour aider dans le contrôle de la douleur totale, globale, particulièrement peut-être au niveau du Rwanda. Dans vos connaissances, parce que je pense qu'on est très différents des Américains. Alors, je trouve que nos cultures québécoises... Vous avez raison de mentionner, madame. C'est vrai, je pense que la culture québécoise s'approche beaucoup à la culture rwandaise. Ils sont très accueillants et puis moi, j'ai appris beaucoup de choses qui s'ajoutaient à mon expérience personnelle de la vie rwandaise. Le soin palliatif. Je pense que même au Rwanda, quand on utilise les mots soins palliatifs, peut-être que beaucoup ne comprennent pas. Peut-être ceux qui ont eu à vivre, peut-être c'était bien. Il faut le vulgariser, le faire connaître. Le faire connaître, c'est ça. Donc moi, je pense que c'est ça mon plus grand bataille pour le moment. Au niveau de l'organisation, on essaye de faire le maximum pour l'instant. Mais à long terme, je pense que si nous avons de la chance et que tout va bien, je pense que notre organisation pourra être vraiment ce que j'appelle la voix des sans-voix. Besoin. Oui. En fait, ce qu'on a aujourd'hui, quand la personne part, on les ramène, on nettoie et ça va aller au suivant. Ça va aller au suivant. Mais même à ça, on ne peut pas couvrir tout le monde. Et puis, des fois, chercher les frais
kinésithérapie, physiothérapie. Il y a encore des besoins énormes un peu partout dans chaque pays. Oui, partout. Mais ici, c'est seulement chez nous. Non. Ici, je parle de mon expérience. Parce que pour moi, les patients sont des personnes sans voix et pour lesquelles on est là pour essayer de... Je pense que pour moi, le plus important, c'est de comprendre le contexte et comprendre chaque patient dans son contexte. Et c'est ça ce qui fait la différence. Et ce contexte est vraiment important pour chaque patient. Et ce que je fais chez un patient, je ne le répète pas chez un autre patient parce que l'individu est différent. L'individu est différent. Mais j'ai beaucoup appris de notre philosophie africaine. Que la personne doit partir en toute dignité et qu'elle est pas parce qu'elle est malade qu'on doit partir comme la dignité et l'humanité. Avec un grand H. Merci infiniment, Christian Lisa-Marie d'être parmi nous. Merci Théo. Je remercie à vous tous d'être là. Je dois dire un grand merci à vous et j'espère qu'on va se revoir et puis qu'on va faire d'autres projets ensemble, Dr. Nizimira. Merci Théo aussi de ton appui. Merci à vous. J'ai vraiment apprécié la conférence. Je pense que c'était très intéressant de voir comment une approche globale du patient est importante en soins palliatifs. C'est ce qu'on voit tous les jours dans notre pratique ici au Québec aussi. Donc, comment les aspects sociaux, psychologiques, médicaux sont importants. Je suis impliquée au niveau de la Société internationale de psycho-oncologie. Justement, on va faire une académie au Rwanda pour entraîner les Africains à adresser les aspects psychosociaux relatifs au cancer et à la prévention du cancer. Donc, c'est un privilège dans ce contexte-là d'entendre parler de l'expérience au Rwanda. Plus particulièrement comment la famille est importante en fin de vie. Donc, c'est quelque chose qui est aussi important au Québec. Donc, je pense que le message, c'est qu'on ne meurt pas seul au Québec. Donc, merci, Dr. Nizimira et la Maison de la Culture. Mon nom, c'est Maria. Je suis ici aujourd'hui parce que je suis bénévole pour la Fondation Mères du Monde en Santé. C'est une fondation montréalaise qui travaille depuis quelques années à Rukengeri, au Rwanda, pour aider les femmes qui souffrent de complications suite à des accouchements difficiles et prolongés. Donc pour moi, ça a été vraiment une belle occasion d'en apprendre, oui, plus sur les soins palliatifs, mais aussi de rencontrer des personnes de la diaspora rwandaise ici à Montréal et de faire quelques connaissances vraiment super intéressantes pour en apprendre plus sur le contexte rwandais, comment le système de santé fonctionne là-bas, comment nous aussi de notre côté on peut aider et quels liens on pourrait développer avec les personnes rwandaises de Montréal pour la suite de notre travail au Rwanda avec la Fondation. Donc voilà, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Dr. Christian Nizimira et je suis médecin en soins palliatifs de l'organisation rwandaise et des hospices du Rwanda. Et aujourd'hui, nous avons eu une très très bonne séance et conférence où nous avons parlé sur l'aspect Ubuntu dans les soins palliatifs. Pour ceux qui ne connaissent pas la philosophie Ubuntu, c'est une philosophie qui est basée sur la communauté et qui dit qu'une personne est une personne à travers d'autres personnes. Ou en d'autres termes, je suis ce que je suis à cause de toi. Donc, pour un peu simplifier, les soins palliatifs a permis dans notre organisation, mais aussi au Rwanda, de pouvoir définir l'entité du patient comme une entité communautaire, de pouvoir aider les patients, non pas comme un individu, mais aussi de pouvoir s'impliquer dans toute la prise en charge holistique, non pas uniquement dans la prise en charge physique. Et aujourd'hui, avec toute la diaspora rwandaise qui était aujourd'hui, cet après-midi, nous avons pu partager la grande expérience, la grande richesse de la culture rwandaise dans les soins palliatifs et qui permet à ce que les patients puissent améliorer sa qualité de vie dans une communauté qui est vraiment en charge et qui se donne
pour que le patient arrive à la fin de sa vie en toute dignité et en toute humanité. Cette conférence permet aussi de pouvoir échanger avec les médecins canadiens qui sont ici, de pouvoir de leur expérience, de voir combien cette différence de culture et d'approche n'est pas nécessairement négative vis-à-vis de la philosophie africaine, vis-à-vis de la philosophie canadienne, mais plutôt un échange d'expériences, des richesses, et pour lesquelles chacun d'entre nous a besoin d'apprendre. Parce qu'aujourd'hui, on est médecin, demain on sera patient, et dans tous les cas, on apprend des uns des autres. Et je voulais remercier la radio, Troc Radio, pour nous avoir vraiment donné cette opportunité. C'est vraiment une ouverture, une fenêtre sur le monde, sur le Canada, sur Québec, que nous n'avions aucune expérience, surtout spécialement à Colline, qui n'est pas du secteur médical, mais qui s'est dit c'est quand même important que les gens comprennent que la fin de vie n'est pas quelque chose à pouvoir cacher, mais c'est une responsabilité communautaire, mais aussi individuelle. Et à Francine qui a pu permettre de réaliser cette émission. Nous allons continuer encore à en parler, non pas simplement aujourd'hui, mais à continuer encore à parler. Mais le plus important, c'est que nous comprenions que le malade mérite sa dignité et son humanité dans son contexte, et surtout dans le contexte africain, où le malade appartient vraiment à sa communauté et non pas comme un individu. Et moi je dis bientôt, peut-être encore au Canada, et encore de parler et aussi de pouvoir apprendre aussi de la culture. Voilà, merci beaucoup.